Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui encore sur La vie en mieux, question d'éducation. On est ravis de vous retrouver comme chaque dimanche. Bien évidemment, continuez à nous soumettre vos questions et vos inquiétudes en termes d'éducation. Vous pouvez nous les envoyer sur laviesenmieux@sudradio.fr. Et vous savez bien sûr que vous pouvez nous retrouver en podcast sur sudradio.fr ou sur l'application Sud Radio. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous concerne tous, parents, les fautes d'orthographe de nos enfants, qui sont assez colossales parfois, que ce soit au collège, au lycée, en enseignement supérieur. Elles sont incroyables, ces fautes. Des fautes de temps, des fautes des règles de base de grammaire. Alors, quelles sont les causes de ces lacunes? Le manque, voire l'absence de lecture, l'écriture SMS, quelles sont les conséquences sur leur réussite professionnelle, leur recherche d'emploi? Comment sortir de cette situation? Vous allez voir, on va en parler avec Rodolphe Fonti, professeur de français et de littérature anglaise au collège-lycée IPCOM à Paris. La vie en mieux, question d'éducation. Bonjour Rodolphe Fonti. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Alors, professeur de français et de littérature anglaise, est-ce que vous vous arrachez les cheveux, vous, à chaque fois que vous corrigez une copie? Alors, à chaque fois, non, Dieu merci. Non, parce que je vois que vous avez encore beaucoup de cheveux, donc ça va. Voilà, mais il m'arrive effectivement de m'arracher les cheveux, pas seulement pour des questions d'orthographe, mais assez souvent, et depuis quelques années plus souvent, à cause de questions d'orthographe. J'enseigne de la 6e à la terminale, puisque à IPCOM, je fais aussi la philosophie, et donc je peux voir en fait tout un panel d'élèves qui sortent de la primaire et puis des élèves donc qui arrivent en fin de cycle secondaire et qui sont prêts à rentrer à l'université. Quant à ce constat, j'ai contacté un ami cher qui est professeur à la Sorbonne, oui, et de latin, et je lui ai demandé ce qu'il avait à dire sur l'orthographe. C'est très rapide, je me permets de vous le lire. Allez-y, on vous écoute. Il me dit, si je considère les étudiants dont je m'occupe, les 2/3 des étudiants de lettres modernes de licence, lettres modernes, oui, et la moitié de ceux de licence 2 à la Sorbonne ont une orthographe vraiment fautive. Faute d'accord et faute d'usage. Plus grave, ces fautes trahissent une méconnaissance profonde de la syntaxe qui nuit gravement à la compréhension de textes simples, source de contresens. Aucun cours de remise à niveau n'a été mis en place. C'est fou de lire ça quand même. C'est quand même assez incroyable. Oui, mais alors, voilà. Ces élèves, quand ils sont en épreuve, que ce soit au brevet ou au bac, ils sont pénalisés. Alors là, la question est plus délicate à traiter. Je vais essayer d'être très précis. Au brevet, il y a une épreuve spécifique qui est la dictée. Donc là, effectivement, c'est l'occasion de pénaliser les élèves sur l'orthographe. Je tiens à dire toutefois que la dictée, alors, sur les épreuves qu'on passe au brevet, il y a le contrôle continu qui est sur 400 et oui, le absolument. reste est sur 400 points. La dictée vaut 5 points sur 400. Alors peut-être qu'il faudrait remonter le taux de la dictée. Vous voyez, donc, et on enlève 0,5 par faute d'orthographe mais liée à la grammaire et 0,25 sur les fautes dites lexicales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pensez que les élèves s'en fichent un petit peu? On peut les comprendre. Si vous voulez, avec ce genre de barème, quant au baccalauréat, donc vous parliez, finalement, dans les directives que nous recevons et les grilles d'évaluation très précises que nous recevons, l'orthographe en elle-même n'est plus l'objet d'une pénalité, c'est compté dans clarté, cohérence, expression, etc. Donc c'est un détail parmi d'autres. Et il est compliqué donc de dire qu'ils sont vraiment pénalisés. D'accord. Alors pour vous, en tant que prof, les fautes les plus courantes, ce sont lesquelles?
Alors, les fautes les plus courantes, ce sont et les plus choquantes, ce sont les fautes d'accord, et surtout les fautes Participe d'accord passé. concernant les verbes. Parce que le verbe, c'est quand même le cœur de la phrase. Et on se dit, mais comment l'élève peut perdre le fil entre le sujet et le verbe, ne pas sentir le rapport qu'il y a entre les deux et la nécessité d'accorder les deux. Donc, et ça, ce sont des fautes extrêmement courantes. Et c'est au moment du primaire que en fait, que les connaissances ne sont pas suffisamment consolidées? Alors, Parce il qu'au me semble lycée, il est un évident. peu tard quand même. Oui. Il me semble évident, puisqu'à l'EPECOM, nous recevons des élèves donc qui sortent du primaire et qui arrivent en sixième, et que donc je m'occupe notamment en tutorat en français. Il me semble évident que quand ils arrivent, ils n'ont pas, en fait, ils sont pas armés pour faire face directement au programme de sixième tel qu'il existe. C'est pour ça que on a mis en place ce tutorat, une aide supplémentaire, parce que oui, donc ça veut dire que l'apprentissage en primaire, pour des raisons variées, n'a pas été fait correctement par les élèves. Les méthodes ont changé. Bon, je crois qu'on est revenu de la méthode globale qui a été désastreuse pour l'apprentissage du vocabulaire. Mais peut-être que je dirais très rapidement, certains instituteurs ont appris le français par la méthode globale. Bon, donc il y a des choses compliquées pour le primaire à mettre en place si on veut effectivement résoudre ce problème. Alors, on sait que la lecture joue un rôle très important dans l'apprentissage, Oui. pour la connaissance de l'orthographe des mots. Est-ce qu'on lit suffisamment? Est-ce que les instituteurs donnent suffisamment de lecture? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de lecture aujourd'hui? Alors, je pense qu'on ne lit pas suffisamment, pour répondre tout à fait clairement à votre question. Non, on ne lit pas suffisamment. Mais je m'empresserai de préciser qu'il me semble pas que la lecture soit à elle-même une panacée, parce que on peut lire et ne pas retenir. Parce que lire simplement et retenir implique qu'on a une mémoire visuelle, pointe à la ligne, ou qu'on a lu de manière très ce qui n'est pas le cas de tout le monde. et qu'on a retenu. Ça n'est plus le cas de nos élèves. Donc, l'exercice de lecture doit s'accompagner d'autres exercices pour fixer, notamment le copiage, recopier des textes. Ça a été complètement abandonné. Mais autrefois on donnait même comme punition copier sans ligne, etc. Absolument. Mais ce ne sont pas des punitions idiotes du tout. C'est le copiage qui est la source de l'apprentissage. Faire le lien entre ce qui est écrit au tableau, puis avec un stylo, pas un ordinateur, l'écrire sur le papier et l'apprendre. Et donc ça a été... Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle, on fait plus attention à l'orthographe, on fait appel à un correcteur, donc on ne fait plus d'efforts. Donc ça aussi, ça joue aussi contre... Totalement. Alors, une nouvelle technologie dispense effectivement d'un certain nombre de choses. L'autocorrection, le fait que oui, vous pouvez écrire un texte, le donner à corriger immédiatement et vous aurez un texte sans faute. Oui, les nouvelles technologies font que... Donc, et on ne peut pas abolir ces nouvelles technologies, elles sont très utiles et elles sont intéressantes. Donc, il faut valoriser l'orthographe autrement, en expliquant aux élèves il y a un intérêt en soi de bien comprendre et maîtriser l'outil qu'on utilise. Il ne viendrait pas du tout à un peintre de l'idée de casser son pinceau. Et donc c'est la même chose, il faut comprendre que c'est un bel outil et que l'élève doit en prendre soin et l'aimer. En fait, c'est vrai que je pense que si en primaire, on n'a pas les règles de base et une connaissance de l'écriture des mots, après, en fait, il n'y a plus l'effort. Il y a évidemment les cours qui continuent au collège et au lycée, mais j'ai l'impression que si les bases ne sont pas acquises au primaire, c'est quand même plus compliqué. Oui, absolument. Et donc c'est là, c'est cette charnière. D'ailleurs, parfois à l'université, maintenant dans le supérieur, on a introduit une année supplémentaire charnière avant vraiment de commencer. Et
il n'est pas inenvisageable que au collège, on soit amené finalement à faire une année de transition pour mettre les élèves à niveau, puisque effectivement les bases n'ont pas été acquises. Et n'ont pas été acquises, mais c'est-à-dire on n'a pas non plus sensibilisé les élèves à cela. Ça n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que ils n'ont pas. Il y a parfois des élèves de toute bonne foi qui me disent: mais monsieur, c'est vraiment grave ça? L'air de dire peut-être que tu exagères un peu, vous voyez. Qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, avec vos élèves qui sont en difficulté à ce niveau-là? Alors, à Hippocom, nous avons la chance de travailler en petits groupes, ce qui nous permet quand même d'agir. Donc, il y a une chose qui s'appelle le tutorat, où là, je peux déjà repérer quels sont les problèmes communs à ce petit groupe. Et avant tout, il faut leur donner le goût et l'envie et les stimuler. Par exemple, récemment, j'ai décidé avec eux, en les mettant dans la confidence, de dire: on va faire une dictée très difficile. Cette dictée a été donnée en 1923 au certificat d'études. C'était des gens qui étaient un petit peu plus âgés que vous, mais qui étaient à la fin de l'école primaire. Vous n'y êtes plus. C'est un texte qui date du 19e siècle. Quoi, monsieur? Mais c'est vieux. Oui, effectivement, vous allez avoir du mal à le comprendre. Et tout ça, ça les a stimulés. Ils ont eu envie de réussir. Je leur ai dit, la première version que vous allez faire, il va y avoir beaucoup de fautes et on regardera ensemble, on expliquera les fautes principales. Et il y a eu un esprit de compétition. Effectivement, la première version n'était pas très satisfaisante. Je leur ai fait copier le texte corrigé et copier. Et après, 15 jours après, on a refait la dictée. Et elle a été réussie avec des très très bonnes notes. Tout le monde l'a fait avec enthousiasme. Mais ils ont eu envie, ils ont pris conscience de l'importance, ils ont eu envie d'être au niveau de leurs grands-parents. Quand je leur ai dit, mais il y a 100 ans, vous voyez, ils arrivaient à faire ça. Donc il faut les stimuler, mais il faut avoir le temps. Et on va voir, pas de panique, il y a pas mal de choses à faire pour améliorer la situation. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes après une page de pub. À tout de suite. Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. La vie en mieux, spéciale éducation, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Merci de rester avec nous. Je suis avec Rodolphe Fonti, professeur de français et de littérature anglaise. Alors on parle aujourd'hui du niveau des élèves et des étudiants en école supérieure, en orthographe, qui peut effectivement, ce niveau, s'il n'est pas bon, eh bien les pénaliser au moment de la correction de leur examen et puis plus tard au moment d'une embauche, effectivement, parce que ça peut contrarier effectivement un chef d'entreprise de recruter des personnes qui font autant de fautes d'orthographe. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, l'IA, on a recours au correcteur automatique, à ChatGPT. On peut faire illusion quand on envoie un mail, mais parfois un courrier est obligatoire et les fautes d'orthographe peuvent pénaliser. À quel moment, en fait, selon vous, Rodolphe Fonti, l'école stoppe sa vigilance? À quel moment vous avez l'impression que finalement, les profs ne sont peut-être plus suffisamment derrière eux pour être sûrs que ces connaissances soient vraiment ancrées, acquises? Alors, c'est une question très compliquée et délicate. Je dirais, de par mon expérience, puisque je le répète, j'enseigne de la 6e à la terminale, qu'il me semble que le moment où il y a quelque chose qui se passe et qui ne va pas, est antérieur au collège, c'est-à-dire c'est dans l'apprentissage au primaire. Cela ne veut pas dire que les maîtres des écoles ne font pas leur travail correctement. Je pense qu'ils font exactement ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire qu'il ne me semble pas qu'il y ait une volonté politique à l'heure actuelle dès le primaire, redonner des lettres de noblesse à l'apprentissage de la langue dans sa difficulté et dans son orthographe et sa grammaire. Alors on sait que le français, c'est une langue qui est difficile. Est-ce qu'au primaire, justement, il n'y aurait pas des méthodes ou une façon d'apprendre cette langue qui serait peut-être plus ludique ou qui serait peut-être moins rébarbative ?
Oui, oui, bien sûr. Et, on peut faire preuve de beaucoup d'imagination. Imaginer quand on fait des classes nature, etc. Tout ce qui peut susciter l'intérêt de l'élève, c'est-à-dire lier l'orthographe, lier l'apprentissage de la langue à un but, à une activité, une sortie. Écrire le journal de sa sortie, c'est-à-dire ce qu'on a fait. L'élève va souvent faire moins de fautes que dans une dictée. Mais bien sûr. Parce que le dicté est un exercice qui, pour lui paraît rébarbatif, contraignant, dont il ne voit pas nécessairement l'utilité, tandis que s'il a une tâche à accomplir qui le concerne lui, il va faire davantage attention à ce qu'il fait, il va vouloir écrire son texte correctement et il va vous poser des questions en vous demandant. Moi, je fais par exemple comme des ateliers d'écriture avec les petits créatifs et là, effectivement, le pourcentage de fautes d'orthographe diminue et en tout cas, ils ne veulent pas en faire là et donc ils demandent, ils cherchent à comprendre la règle. Donc oui, on peut imaginer des solutions. On se souvient tous des conjugaisons énorme à apprendre. Le bled, c'était quand même sur le coin de la table. Donc, oui. C'est vrai qu'apprendre une conjugaison comme ça, c'est assez rébarbatif. Si vous la mettez en situation à travers des histoires, c'est plus joli, ça donne du sens. Absolument, je suis complètement d'accord avec vous. Et après, il faut revenir quand même au tableau du bled pour qu'ils l'apprennent par cœur. Je crois vraiment, et là je voudrais insister là-dessus, que le travail du par cœur, de la répétition et du copiage, ça a été délaissé, paraissant vieux jeu, paraissant justement il faut amuser les élèves, etc. C'est tout cet aspect-là qui a été délaissé. Quand on dit aux élèves d'apprendre par cœur, souvent ils vous regardent avec des yeux, ah bon, mais par cœur, et tout ça, oh oui, 5 lignes leur paraît beaucoup. Hein, alors, et comme j'ai un atelier de théâtre en anglais, et alors là, effectivement, il y a un but, c'est jouer. Et donc là, il apprend par cœur volontiers. Alors, c'est vrai qu'il y a des élèves qui apprennent plus ou moins facilement en fonction de la mémoire, si c'est une mémoire visuelle ou si c'est une mémoire auditive. Est-ce qu'il y a des façons d'aider les élèves, justement, qui ne savent pas, peut-être, s'ils ont plus une mémoire visuelle ou auditive, à apprendre? Est-ce que ça ne peut pas être un moyen, justement, de les guider pour apprendre plus facilement? Tout à fait. En principe, en début d'année, quand je commence à prendre contact avec les jeunes élèves de 6e, 5e, on fait un cours de méthodologie qui consiste à leur expliquer les différentes formes de mémoire, à leur faire détecter quelle est la forme de mémoire qu'ils vont privilégier eux, à leur expliquer aussi qu'il faut combiner l'ensemble de la mémoire visuelle, auditive et l'écriture. Certains vont devoir, moi qui suis comédien aussi, je sais que certains comédiens réécrivent leur rôle 10 fois. Pour certains, ça fonctionne. Pour d'autres, il faut le déclamer, etc. Donc, on cherche avec les élèves quelle est leur forme de mémoire privilégiée et on les apprend après à combiner, on leur apprend à combiner les 3 formes. Ça, c'est un travail de méthodologie aussi qui doit être fait, donc. Est-ce que vous croyez, pour les petites classes, au système de récompense ? Il y a des gens qui sont pour, il y en a qui sont contre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, au système de récompense et au système de pénalité. Et au système de pénalité. L'un ne va pas sans l'autre, n'est-ce pas, hein ? Donc, quand on a des droits, on a des devoirs aussi. Donc, il faut absolument... Oui, moi, je le pratique. Mais vous savez que même, et c'est très étonnant de voir justement, on peut faire beaucoup de choses avec les jeunes quand ils arrivent de 6e, 5e, parce que vous leur dites qu'il y aura des bonbons, une boîte de bonbons comme récompense. Ils sont déjà tout excités. C'est le fait qu'on s'occupe d'eux, qu'on pense à eux, à leur donner quelque chose. Et oui, ça les motive, absolument. Hein. Ou alors, dans l'atelier théâtre, de faire un spectacle, une présentation de spectacle de fin d'année, les motive aussi, devant des parents ou devant d'autres camarades, etc. Donc, toutes les récompenses. Mais, moi, par exemple, parce que la dictée dont on parlait, elle peut être efficace aussi si on fait des dictées ciblées. Parce que si c'est alors là, récemment, j'ai fait une dictée sur les homophones, C avec CES, SES, C apostrophe EST. Il y a de quoi faire. Voilà. Donc, on avait travaillé là-dessus. Je peux vous dire que même des copies d'élèves qui sont plus ou moins en difficulté, ce problème, ils ont tous eu juste.
Alors après, dans la dictée, il y a eu des fautes lexicales, des fautes d'usage, mais là, je n'ai pas pénalisé parce que le but de la dictée était de régler ce problème-là. Donc, en ciblant aussi les choses petit à petit, et il savait que là, s'il y avait une faute sur un de ces homophones, c'était -5. Waouh! Oui, non, vous rigolez pas 5. sur la notation. Voilà. Et donc, voilà, là, il y avait une pénalité lourde. Mais je peux vous dire, voilà, que ils n'ont pas fait d'erreur. Alors, dans une copie, vous voyez, d'un bon élève, il y avait par exemple un mot, alors, vous voyez, quand on parle des fautes d'usage, qualité, bon, le bon élève m'a écrit qualité, enfin, comme on doit l'écrire. Ouais. Et l'élève qui a une bonne note, puisqu'il a bien assimilé tous les C possibles homophones, il a écrit qualité, C-A-L-I-T-E. Ah oui, effectivement. Voilà. Et vous voyez, c'est un mot très simple, ça n'est pas oui, mais là, mot... il n'a pas été pénalisé, parce que ce n'était pas l'exercice. C'est normal, voilà. Alors, vous parliez du théâtre tout à l'heure, quand on s'exprime oralement, la ponctuation est importante. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, moi je trouve que la ponctuation a un peu disparu dans les écrits des élèves, des étudiants, les 2 points, entre guillemets, le point d'exclamation. On a l'impression que ça a disparu. Oui, alors pour parler familièrement, un peu beaucoup, oui, même disparu, effectivement. Et pour vous donner un exemple précis, il y a un mois, j'ai vu pour la première fois une copie de terminale en philo où j'avais une page, un bloc, alors sans paragraphe, donc tout était comme ça, il y avait absolument aucune ponctuation, et sans ponctuation non plus. Incroyable. Terminale. J'ai rendu la copie à l'élève en lui disant « Je ne peux pas lire. Je ne peux pas lire ça, je ne comprends pas ce texte. » Et donc, je lui ai demandé de refaire le travail. Alors, oui, et je pense que... Alors là, les causes, puisqu'on parlait aussi des causes, je pense que là, vraiment, c'est lié à l'utilisation des téléphones portables et de ces nouvelles technologies. Oui. Parce que j'ai demandé à mon neveu anglais, qui a 17 ans, qui est un excellent élève, mais qui fait des fautes d'orthographe. Je lui ai demandé, à ton avis, pourquoi tu fais des fautes d'orthographe? Et il m'a dit, c'est la vitesse. Effectivement, oui, parce que quand vous écrivez un texto ou un SMS, vous écrivez hyper rapidement, vous ne faites pas du tout attention à la ponctuation. Voilà, vous avez vu la vitesse à laquelle les élèves écrivent un texto, etc. Bon, avec leurs 2 pouces et tout, moi ça m'impressionne beaucoup, mais en attendant, du coup, ils vont tellement vite qu'ils ne mettent aucune ponctuation. À part quelques points d'exclamation, qui est leur mode d'exprimer leurs émotions. Voilà, mais donc voilà, effectivement, ça disparaît. Or, c'est très important. Vous voyez, il y a le fameux exemple de mangeons, virgule, les enfants, et de mangeons les enfants. Et la virgule change tout. Exactement. Dans une phrase, on est dans le cannibalisme. Ou alors, du point d'interrogation, par exemple, non, je l'ai fait, point, et non, je l'ai fait. Avec un point d'interrogation. Oui, mais ça change tout. Ça change tout. Alors, quand on le dit, voilà, au théâtre, c'est très clair, mais ça change tout, effectivement. Alors, juste une dernière petite chose, puisque vous êtes prof de littérature anglaise, est-ce que vous constatez, en langue étrangère, en anglais notamment, les mêmes problèmes sur l'orthographe des mots, sur la grammaire, ou est-ce que c'est différent? Alors, l'orthographe est quand même et aussi une spécificité française, parce que la langue française est quand même compliquée de ce point de vue-là. Il y a par exemple des langues comme l'espagnol où il n'y a pas de difficulté d'orthographe, on prononce exactement comme on écrit et on prononce toutes les lettres. Même chose en allemand. Donc ce problème orthographique est quand même une spécificité française. Ceci dit, en anglais, moi qui enseigne aussi en Angleterre, les Anglais se mettent à faire des fautes d'orthographe et c'est relativement nouveau. Donc oui, ça existe. Les élèves français qui apprennent l'anglais font des fautes d'orthographe et des fautes de grammaire liées à leurs difficultés en français. Donc, effectivement, il faudrait plus d'heures de français parce que pour commencer une langue étrangère en tant que langue étrangère, il faut avoir un certain nombre de connaissances. Mais, alors, l'enseignement d'une langue étrangère il faudrait faire des combinaisons. J'ai vu récemment un élève qui a compris ce qu'était le participe passé en français quand on a appris le present perfect en anglais et qu'il a vu l'utilisation du Donc, il y a des ponts. Voilà.
Bon, en tout Et cas, donc, c'était ça, très intéressant. Merci beaucoup, Rodolphe Fonti, professeur de français et de littérature anglaise chez merci à IPCOM vous de Paris. m'avoir reçu. Pour tout cela, je vous retrouve dimanche prochain pour un autre La vie en mieux. Question d'éducation. Et en attendant, passez une excellente semaine. À bientôt. Academia vous a présenté La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Bully.